Parlons vrai. Parlons Christ. Parlons excellence. Bonjour à tous, bienvenue sur Excellence Podcast. Je suis Milka, votre présentatrice. Et je suis Nelson, votre présentateur. Et bienvenue dans le dernier épisode d'Excellence Podcast. Alors les gars, c'est le dernier épisode de cette saison. On arrive à la fin, pas la fin d'Excellence Podcast, mais en tout cas on arrive à la fin de cette série de vidéos qu'on a fait autour de la finance et des outils qu'on voulait vous donner. Comme vous le savez, Excellence Podcast, c'est vraiment un lieu qui est dédié à montrer les chrétiens qui excellent, à montrer les chrétiens qui réussissent et à ramener des personnes qui vont nous donner des tips pour nous aider nous aussi à exceller. Yes. Et aujourd'hui, on a deux personnes qu'on aime beaucoup, qui sont aussi un peu dans l'excellence. Un peu. Ils sont carrément dans l'excellence, arrête. En fait, tu vois, je suis un peu humble. Restons humbles. Qui sont dans l'excellence. Yes, on est avec nous aujourd'hui. Et Alex. Kyle Invest, bienvenue, yes. Bienvenue merci les gars. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation, merci Nelson, merci l'équipe. Et on est content d'être présent avec vous aujourd'hui, surtout pour le dernier épisode. Dieu fait grâce. Clôturer la saison. Yes. Ah non, on a dit rester humble. Oui. Toi, t'as déjà oublié. Notre sponsor du jour qui est G-First. G-First, c'est une marque de vêtements, mais c'est aussi un imprimeur qui est là pour imprimer tous vos merch. Donc si vous avez un événement, que ce soit à l'église, pour le sport, pour votre association, pour votre famille, n'hésitez pas, on vous laisse toutes les coordonnées en bio. Vous avez déjà vu qu'on a porté leur tenue, donc n'hésitez pas à aller checker leur page. En tout cas, on est très content de vous accueillir aujourd'hui sur Excellence Podcast et on va vous présenter un peu de manière générale. Donc, Kyle et Alex ici sont les fondateurs, travaillent pour Kyle Invest, qui est donc une plateforme d'investissement, vous expliquerez plus, qui aide donc les chrétiens et tout le monde en général, c'est ça, à investir. Et vous avez vous-même un parcours qui vous a emmené jusque-là et on est là vraiment pour essayer de retirer le meilleur de ce que vous avez à nous apprendre pour que nous aussi, on puisse se lancer, nous aussi, on puisse acquérir cette, on va dire, liberté financière, cette aisance, cette compréhension. Et en tout cas, on est très, très content que vous soyez là. Et on va commencer cette conversation avec la présentation, en fait. Vous nous expliquez qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé à créer Kyle Invest et votre parcours personnel de manière générale, mais je pense qu'on découvrira la suite plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on va vous essorer, donc soyez prêts. Faut nous essorer. On se compare souvent à des éponges, donc on dit, les personnes qui ont la grâce, dont on a la grâce de parler, faut nous essorer. Sinon, on va tout garder et il faudra reproduire encore un autre rendez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Tu commences, je commence. Qui se présente? Toi d'abord, hein. Donc, c'est quoi, présentation? Présentation, qui vous êtes et peut-être présenter aussi Kyle Invest pour que les gens sachent un peu plus ce que c'est. Et les débuts aussi? Ok, du coup, Kyle, Alex, on a créé la société Kyle Invest. Tout a commencé, je me rappelle, en fait, j'habitais à Halle. Et je reçois un coup de fil d'un numéro que je n'avais pas vu depuis un petit temps, mais que je n'ai pas oublié bizarrement. Je voyais le petit numéro, bon je dévoile, 97 à la fin. Je me dis, ce numéro, je ne l'ai pas enregistré, mais je le connais. Et quand j'ai répondu, je savais que du coup c'était Kyle et qui m'appelait, qui me disait tu trades encore, t'investis encore? Et je dis bah oui bien sûr. Il me dit il faudrait qu'on se voit pour qu'on commence à bosser ensemble et tout, qu'on fusionne en fait notre énergie. Et moi j'étais surpris parce que ça faisait un petit temps que je l'avais pas entendu et je réponds au téléphone, je dis vas-y bien sûr. Faut savoir que le parcours de l'investissement, soit tu es en groupe, soit tu es seul. Et quand tu es seul, c'est vraiment une route assez solitaire. Et du coup, cet appel, je pense que lui, il avait ressenti, et moi, j'avais ressenti, en fait, cette solitude de l'investissement. Et du coup, c'est de là qu'est partie, en fait, la fusion, le tout début, en fait, de Kyle Invest. On ne savait pas à ce moment-là, mais c'est comme ça qu'en fait, on est rentré en contact et qu'on a commencé à bosser ensemble sur une plus longue durée. Okay. Et à ce moment-là, vous avez quel âge? Mais rentre un peu plus profond dans l'aspect où tu te présentes aussi. Mais qui nous dit d'abord son âge aussi, parce que nous, on veut savoir. Qui suis-je? Qui es-tu, Alex? Du coup, je m'appelle Alex, nom complet Alexandre Mayang Trio. Congolais? Yes. J'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis marié, je suis papa. Wow. Investisseur
analyste macroéconomique. Je travaille aussi en mi-temps et je suis aussi aux études. Comment est-ce que j'ai commencé? Tout simplement, c'est sur les bancs de l'école. J'ai eu mon premier cours d'économie où on parlait en fait de la bourse et des actions. C'était en 5e secondaire. Et à partir de ce moment-là, je n'ai rien fait d'autre pendant ce cours d'économie, c'est pas très bien, mais que de regarder le cours des actions durant mon cours. Au lieu d'écouter le reste, moi je regardais les actions, comment est-ce que ça bouge, comment est-ce qu'on fait de l'argent à travers ça. Et il y avait une plateforme, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore aujourd'hui, mais ça s'appelait Plus 500. Plus 500 permettait en fait d'ouvrir un compte démo, c'était de l'argent fictif, et il te donnait un capital de 100 000 € pour les investir dans des sociétés comme Apple, comme Google, peu importe. Et moi, j'y connaissais rien. J'ai juste compris le principe qu'on pouvait acheter une entreprise à un certain prix, ça s'appelle une action, et je pouvais gagner des bénéfices par rapport à ça. Et donc, toute ma 5e secondaire et une partie de ma 6e secondaire, j'ai passé en fait à manager ce portefeuille qui était fictif, donc c'était pas du vrai argent, mais j'avais fait une plus-value de 100 000 du capital du départ à plus de 125 000. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc là-bas. Du coup, je termine mes secondaires. Et il y a un ami qu'on a en commun qui s'appelle Martin, dédicace, sinon il va être fâché sur moi, qui me dit, écoute, j'ai une opportunité pour apprendre le trading. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je dis, ouais, je sais à peu près ce que c'est. Bon, je connaissais le mot, je ne connaissais pas vraiment ce que c'est. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Et il me dit, j'ai une opportunité pour ça. Est-ce que tu es chaud, on le fait ensemble et tout. Et moi, j'étais un peu à la recherche de comment est-ce que je peux faire quelque chose avec tout ce que j'ai appris sur les actions, en fait, cette fluctuation. Et c'était l'opportunité de le faire. Et je me suis dit, vas-y, let's go, on y va. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dans l'aventure des marchés financiers concrètement. Ok. Voilà. Et toi, Alex? Dans celui Alex. Kyle. Ça commence déjà, non, ça commence déjà. On se ressemble, hein, je sais. Kyle. Non, ben waouh. En tout cas, je suis content d'avoir entendu ce témoignage. Il m'a rappelé même un souvenir que j'avais oublié, le fameux coup de fil. Et c'était loin dans ma mémoire et je suis vraiment content que cette corde-là qui est résonnée dans ton cœur quand tu as envie de parler en fait des Kyle Invest. Mais donc, commençons par me présenter. Hein. Donc, je m'appelle Kyle. J'ai 28 ans, là, maintenant. Je suis avant tout enfant des dieux. Ça, c'est important de mettre ça en avant. Mais du coup, cofondateur de Kyle Invest. Là, maintenant, ça va faire 2017. On est en 2026. 9 ans. Faire des maths. 9 ans. Ça va faire 9 ans, du coup, que je suis dans le domaine des marchés financiers et de l'investissement. Qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est que ça? Et toi, comment tu as commencé? Comment est-ce que j'ai commencé? Waouh! Moi, j'avais déjà vu, j'étais aussi exposé à l'économie à l'école. Mais si je dois vraiment aller chercher loin, c'était en 3e secondaire. Donc, en 3e secondaire... 14-15 ans comme ça. Ouais, donc 3e secondaire, c'était... je bénis Seigneur pour mon prof d'économie, du coup. Et en fait, c'était lors d'une discussion rapide où récemment, en fait, ça m'est venu en tête. On parlait des obligations d'État. En gros, c'était le concept, c'était quoi? C'était que voilà, on avait possibilité d'épargner dans un compte d'épargne, mais si on voulait aider le gouvernement à développer le pays, il était possible de passer par ce qu'on appelle une obligation d'État. L'obligation d'État, c'était tout simplement de prendre une somme, donc de quoi épargner, de laisser bloquer pendant plusieurs années, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, et d'avoir des intérêts dessus, de recevoir de l'argent. Et la manière dont mon professeur l'a expliqué, c'était super intéressant parce que je me suis dit, en fait, je fais de l'argent en faisant rien. On va dire ça comme ça. Vraiment, c'était comme ça que je l'ai pris. C'est vraiment, je fais de l'argent, je fais rien, je dois pas spécialement réussir mes examens. Je dois pas réussir, je vais pas aller chercher un travail compliqué, mais c'était vraiment de l'argent en faisant rien. On va dire ça comme ça. Et ça m'a fortement intéressé et je me rappelle avoir dit, quand je serai plus grand, j'aurai des obligations d'État. Mais après, j'ai oublié cette histoire. Et un jour, donc en 6e secondaire, on est en 2017. Je viens d'avoir mon CESS. Il faut savoir que j'étais sur les réseaux sociaux et j'étais tombé sur une personne que je suivais sur Instagram qui, lui, avait un style de vie assez intéressant. On va dire ça comme ça. Et il montrait des graphiques et je comprenais qu'à travers ces graphiques, il était capable de générer des revenus. Et je regardais tout simplement ses stories sans spécialement dire quoi que ce soit. Et un jour, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre ce que je suis en train de faire? Et moi, j'ai dit, oui, moi, j'ai envie d'apprendre. Et tout simplement, il m'a proposé une formation.
que lui donnait. Il me dit, écoute, voilà, moi, je veux bien te former, mais c'est un coaching privé et ça coûterait 1000 pounds. Donc, il habitait en Angleterre. Et moi, j'ai fait la conversion en euros. Je me suis dit, ok, c'est environ, je sais pas, 1200 euros. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais compris qu'avec mon job étudiant chez Deleuze, j'avais tout simplement besoin d'économiser 2 mois et j'achetais tout simplement cette formation. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à économiser. Premier mois, j'ai mis de côté. Et le deuxième mois arrivant, en fait, j'ai rencontré l'ami en commun qu'on a avec Alex et qui me propose donc la même opportunité. Et en fait, je comprends en fait qu'au lieu d'attendre 1000 pounds pour avoir une formation, je peux l'avoir à 4 fois moins cher. On va dire ça comme ça. Et en fait, c'est même pas le prix qui m'a intéressé, on va dire, dans cette situation-là. C'est juste le fait de voir des visages que je connaissais. Je voyais Alex, voyais notre ami Martin, il y avait également Christopher, il y avait d'autres personnes, en fait, et je me suis dit, en vérité, peu importe. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va vraiment être quelque chose de vraiment pertinent. Mais ce qui me rassurait, en fait, c'est de voir des visages que je connais. Donc, être avec des personnes, être avec un groupe d'amis. Et je me suis dit, en vérité, quitte à essayer quelque chose, autant laisser ensemble, en fait. Donc, c'est là qu'a commencé, du coup, l'apprentissage dans ce domaine-là. Bon, pour vous faire un spoiler alerte, le fait que c'était 4 fois moins cher avait quand même aussi une raison. Évidemment. Une raison aussi. Donc, on s'est dit, mais ce qui était intéressant, c'était peut-être pas le bon véhicule, mais c'était la bonne direction. Donc, au final, en fait, on s'est formé. On a été chercher d'autres formations qui étaient un peu plus coûteuses, un peu plus cadrées. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on a compris, en fait, comment fonctionnait ce domaine-là. Et pour rejoindre le jour où j'ai rappelé Alex, en fait, Alex a été dans une école spécifique, donc on appelle ça une académie. Donc c'était une académie. Et en fait, on s'est séparés. Donc ça veut dire que tout le monde, en fait, de son côté, cherchait la vérité dans ce domaine-là. Faut savoir qu'il y a plein de livres qui vous forment à ce sujet-là, et tout le monde cherche en fait une vérité, se dire mais comment est-ce que je fais pour être rentable, comment est-ce que je fais pour pouvoir financer mes projets à travers ce domaine-là. Et je me rappelle de ce jour. Et c'est fou parce que j'étais seul et j'ai à cœur d'appeler Alex. Maintenant, je me rappelle de ce jour-là. J'ai à cœur d'appeler Alex et en fait, je réalise à quel point je suis seul. Je me sens seul. J'ai une question. Dis-moi. Désolé de te couper. Dis-moi. T'étais en Christ, t'étais pas en Christ. À quel moment la rencontre avec Christ rentre en jeu? Waouh, ça c'est une bonne chose. Donc, faut savoir qu'à nos débuts, on était chrétiens. Mais j'ai envie de faire la différence entre chrétien et disciple. J'ai envie de dire qu'on croyait en Dieu, on savait que Christ était mort pour nos péchés, mais on n'était pas disciple. Donc ça veut dire que j'avais la compréhension, mais peut-être pas la conscience. J'avais la compréhension que Dieu existait, qu'il nous avait envoyé son Fils afin de nous rapprocher de lui. Mais est-ce que je vivais vraiment? Non. Là, à vrai dire, même en 2017, on n'avait pas le cœur de Dieu. La raison pour laquelle on avait commencé ce domaine-là, c'était pour faire de l'argent. C'est ça que j'avais demandé. C'était pour faire de l'argent et rapidement et pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort et que nous, on avait raison. Donc vraiment, le cœur, il n'était pas. Mais Dieu fait grâce parce que avec le temps, en fait, on a réalisé quelque chose qu'on expliquera peut-être plus tard afin d'aller directement dans le sujet. Mais avec le temps, on a travaillé. On a réalisé que ce domaine-là pouvait pas. C'était une compétence. C'était pas, on va dire, comme j'aime dire, une compétence, c'est quelque chose qui prend du temps avant de te payer. Donc, si imaginons que tu fais des tresses, ça va te prendre du temps avant que ça puisse payer tes factures. Il te faut une technique. Et cette technique peut te permettre de faire des choses rapidement. Si, imaginons, tu payes quelqu'un 30 €, enfin, tu demandes à quelqu'un de payer 30 € pour faire des cheveux, mais ça te prend 3 heures. Il te faut la technique avant que ça devienne peut-être 30 € par heure. C'est ça. Et quand tu rentres dans le 30 € par heure, tu fais les maths, tu peux peut-être avoir 3 clientes. Par jour, ça te fait 100 €. En fait, c'est la même chose avec le trading. C'est que c'était quelque chose, en fait, c'est une compétence. Déjà, le temps que ça te prend avant de générer cette somme-là quotidiennement ou même par heure, ça te prend du temps. Et en fait, ce temps-là, il fallait l'utiliser. Encore très clairement, je ne pouvais pas tricher. Je pouvais pas tricher, je pouvais pas, on va dire, accélérer le processus. Il fallait que je passe par cette étape-là. Et donc, j'ai été travailler. Donc, parce que moi, à nos débuts, on était en mode, le travail. En tout cas, on avait une mauvaise image du 9 to 5, en tout cas à l'époque. Mais voilà, Dieu nous a bien rendus humbles. Il a dit, mon ami, tu vas aller travailler, tu vas aller servir quelqu'un d'autre et tu vas être excellent là-bas également. Et on a travaillé. On a travaillé. Et en fait, c'est dans cette situation-là où je me suis retrouvé à me dire, à chercher une vérité. Parce que j'avais toujours pas atteint
ce seuil de réussite dans le domaine du trading. Et je me suis dit, en fait, il me manque des informations. Et dans cette reconnaissance de manque d'informations, je me suis dit, mais en fait, Alex, on a commencé ensemble, Martin, Christopher, toutes ces personnes ont commencé ensemble. On est tous dans notre coin en train de chercher une vérité. Si on rassemble nos esprits, notre pensée, peut-être qu'on aura une vision 360. Et on s'est rassemblés, on a pris nos bureaux, enfin les bureaux qui sont ici. Et en fait, on avait une habitude, c'était de se voir une fois par semaine. Et en fait, de lister toutes les erreurs qu'on faisait. Être honnête. Se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on connaissait, en fait, quand tu ne réussis pas, c'est à toi de voir comment est-ce que tu vois la situation. Soit tu dis, en fait, je réussis pas et je râle par rapport à ça. Soit tu dis, ben, gloire à Dieu parce que je connais toutes les méthodes qui ne fonctionnent pas. Et en fait, chaque semaine, on avait un problème. Et on le regardait en face. On se dit, bah, c'est ce problème-là qu'on va régler cette semaine-là. Et semaine après semaine, on pouvait éliminer du coup tous les problèmes. Et au fur et à mesure du temps où tu as moins de problèmes dans ce domaine-là, en fait, tu deviens de plus en plus profitable. Et là, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, j'aimerais savoir comment... parce que ce que vous expliquez là, c'était limite une passion, un acharnement que vous aviez pour l'investissement. Comment naît ce besoin farouche d'investir, de trading, etc. dans votre cœur, surtout dans un cœur aussi jeune, j'avais demandé tout à l'heure, mais du coup, vous avez commencé quoi, à 18, 19 ans? Comment à cet âge-là, parce que tu nous as dit quoi, 2017? C'est vrai. Ouais, ça date. Donc, comment à 18, 19 ans, t'as vraiment la dalle, on va dire, de réussir, d'investir. Là, on va dans les forteresses. Là, on va dans les forteresses. On va dans les forteresses. Je me permets, je peux commencer? Vas-y, je t'en prie. Pardon, maman. Mais du coup, en gros, très jeune, à un moment, elle m'a eu très jeune. Et en fait, il y a une chose que ma maman voulait vraiment faire, c'était que je ne sois pas, on va dire, déconnecté de sa réalité. On va dire ça comme ça. Et en maternelle, je me rappelle que maman me pose sur le frigo avant de rentrer du coup en primaire et qu'elle me rappelle en fait, Kyle, on est pauvre. Vraiment, on est pauvre, genre comprends-le. Et c'est fou parce que je me rappelle de ce jour-là parce que c'est une parole que j'ai directement refusée dans mon cœur. Où j'ai dit non. Mais encore une fois, c'est ma maman. Qu'est-ce que je vais dire? C'est une personne qui est quand même... Donc, en fait, dans mon cœur, je disais non. Mais je sais que dès le début, elle m'a dit on est pauvre. Et je bénis quand même le Seigneur pour ma maman parce que cette information, elle a dû me le dire. J'en avais pas conscience. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'elle a toujours fait en sorte pour que j'ai... bon, c'est peut-être pas comme ça, mais que j'ai la dernière PlayStation, que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je pense qu'elle a eu besoin de me le dire afin qu'en fait... que je me dise, en fait, cette réalité, en fait, c'est pas vrai. Je me sacrifie pour toi, en fait. C'est ça. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal parce que j'ai jamais oublié ce moment-là. Et il y a eu plusieurs paroles où elle me disait, par exemple, moi, je voudrais bien avoir une RAV4. C'était une sorte de Toyota. Ouais, je connais. C'était une sorte de Toyota. Et très petit, je disais, maman, quand je serai plus grand, je vais t'acheter une RAV4. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, je sais pas, j'ai toujours refusé. J'avais jamais eu l'impression en fait que c'était impossible. Et quand j'ai grandi et que je suis arrivé en secondaire, j'avais vraiment le choix de soit aller dans une école où il y avait tous mes amis, soit aller dans une école où j'étais vraiment le seul noir. Et dans cette école-là, c'est une école élitiste. Par exemple, pour réussir à l'école, il fallait avoir 60% minimum. C'est une école où généralement si tu n'avais pas ton frère là-bas, si tu n'habitais pas dans le quartier qui était un excellent quartier, tu n'étais pas admis à l'école. Et j'avais le choix entre cette école-là ou l'école où il y avait tous mes amis. Et je me rappelle en primaire, donc avant de passer en secondaire, où on me dit « Ouais, mais toi, tu vas jamais aller dans cette école. Tu connais personne là-bas. Impossible. » Et je me suis dit « Tu sais quoi, je vais mettre ça en premier choix du coup pour aller en secondaire. » Et Dieu a fait grâce, d'une manière ou d'une autre, j'ai été accepté. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu être accepté là-bas, c'est parce que je connaissais déjà mes amis. Je savais que si j'allais là-bas, en plus je parle beaucoup, on allait dire les mêmes remarques. Bavardage, il fait des problèmes à l'école, nanana. Et je me suis dit, tu sais quoi, autant aller dans une école où je connais personne, afin que ça puisse m'exposer à une réalité que je ne connais pas. Et Dieu a fait grâce parce qu'encore une fois, c'est venu comme ça. Et donc, en sortant des secondaires, en fait, bien que j'étais conscient de la pauvreté, mes amis, ils avaient des ascenseurs dans leur maison, des piscines intérieures. Quand c'était l'anniversaire des gens, en fait, oui, je rentrais à la maison, à l'appartement, mais
la plupart du temps que je passais dans ma vie n'était pas exposé, on va dire, à ce que je vivais à la maison, en fait, à la pauvreté ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'avais pas la capacité de penser que ça était impossible. Donc en ça fait, a créé un truc en toi. Clairement, ça a créé en fait une suite logique. Tout comme déjà de base, il y avait déjà dans mon cœur ce refus. Le fait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu dans des maisons à jouer à cache-cache, à découvrir des pièces chaque semaine parce que la maison est immense, ben en fait, je me suis dit, ben ça fait sens. Donc en fait, la première chose que j'ai pu avoir, c'était de refuser en fait la pauvreté. De faire en sorte en fait, d'une manière ou d'une autre, d'être riche, de finir différemment que moi j'avais commencé. La première personne, bah, quand je ne connaissais pas Chris, c'était pour ma maman. Parce que je me disais, maman, tu mérites mieux. Et tout simplement. Mais après, bah, du coup, en fait, je le dis toujours à nos élèves, quand tu te concentres sur une voiture rouge, tu te dis, aujourd'hui, je vais voir une voiture rouge. Bizarrement, tu vas voir beaucoup de voitures rouges dans la journée. Mais quand tu te concentres sur ça également, bah, en fait, tu vois beaucoup d'opportunités. Tu finis également par rencontrer des personnes qui sont le fils de. Tes jobs étudiants, t'as pas besoin de trop cravacher. Tu finis par avoir des pistons et tu finis par être exposé à des opportunités. Il y a des actions que j'ai achetées qui sont parce que bah, j'ai connu le fils de quelqu'un. Et ça, ce sont, on va dire, bref. T'es dans le milieu, quoi, et au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment dans, j'ai envie de dire, dans le network. T'es même pas dans le milieu, c'est d'être dans le network. Et en fait, quand tu cherches, quand tu es exposé à ça, tu finis en fait par tout simplement, naturellement, en fait, te dire que ce qui est impossible pour les autres n'est peut-être pas impossible pour toi. Parce que tu as pu demeurer dans un lieu où c'était différent. En fait, dans ce que tu dis, je comprends que en fait, demeurer quelque part, c'est comme demeurer dans un système de pensée. C'est ça. Tu vois. Parce qu'en fait, le système de pensée qu'ils avaient, tu l'as comme, comment on dit ça? Voilà, il se l'a approprié. C'est ça. Et tu as refusé la réalité, entre guillemets. C'est ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Non, j'aime beaucoup. Pour juste rappeler, en plus, en rajoutant dessus, c'était des vrais riches. Donc, il n'y avait pas de Gucci Prada, en fait. Ça aussi, c'est important. Mon premier iPhone, j'ai eu ça à 18 ans parce que j'ai pas ressenti le besoin d'avoir un iPhone plus tôt. Et c'était des personnes qui mettaient le même pantalon et je le voyais, les mêmes chaussures tous les jours. Et en fait, ça aussi, c'est important, c'est que même demeurer, parfois, tu peux demeurer dans un espace de richesse et pourtant, tu as l'impression que tu dois spend. Alors que là-bas, en fait, pas besoin. Donc voilà. Attends. Ok. À toi, Alex. Intéressant. Tu m'as mis la pression. L'histoire, elle était vraiment touchante. Mettre la mère à l'abri, tout ça. Non, c'est pas aussi profond que ça. Ok. C'est pas grave. Toute raison est valable. Et donc, la question, c'était qu'est-ce qui nous a donné, en fait, cette fin de réussir la raison. En fait, c'était juste l'opportunité de voir le monde différemment. On va retourner aussi étant petit. Étant petit, on me disait souvent, il faut être le meilleur. C'est une phrase que j'ai toujours entendue. Il faut être le meilleur, il faut se donner plus que les autres. Et c'est toujours quelque chose qui m'est resté. Et donc, même quand ça a commencé sur la cour de récré, j'ai envie de courir le plus vite. Tu vois. J'ai envie d'être au football, j'ai envie d'être le plus fort. Et c'est une mentalité qui est toujours restée. Et moi, mon école secondaire, C'était des bandits. j'étais pas le meilleur à l'école, je parlais beaucoup, justement, j'étais un perturbateur. Mais en sortant de là, et c'était justement l'opportunité qui nous a été présentée d'apprendre les marchés financiers, mais en fait, ils avaient une métaphore où ils disaient une pièce a 2 médailles. Et donc, il y a la médaille qu'on connaît tous, donc c'est juste le système classique, tu vas à l'école, tu vas travailler, et ensuite tu continues jusqu'à ta pension et tu vis de ta pension. Ça, c'est le système classique qu'on nous inculque tous. Mais en fait, il y avait une autre médaille, une fonction où cette pièce, tu ne vas pas travailler pour aller la chercher, mais tu vas faire travailler cette pièce pour que plus de pièces viennent à toi. Et à partir de ce moment-là où j'ai compris ce concept, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais aller me tuer au travail comme un fou, or qu'il y a une autre façon de penser. Et c'est en me concentrant en fait sur cette façon de penser où je me suis dit, il y a moyen de faire autre chose. Et tout simplement, avec la mentalité de j'ai envie d'être le meilleur, aller voir qu'est-ce qui fonctionne de l'autre côté de la pièce et qu'est-ce que les gens ne veulent pas faire. Et c'est comme ça qu'aussi que quand Kyle dit qu'on s'est séparés à un certain moment, moi je me suis concentré sur la partie de
qu'est-ce que les gens ne veulent pas faire. On nous a appris quelque chose, c'est la manière chouette, mais qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Tout ce qu'on dit là, non, cet effort, j'ai pas envie de le faire. C'est comme quand en sport, on doit faire du cardio ou des abdos. Tout le monde déteste ça. On n'a pas envie de faire ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon, je vais travailler que là-dessus pour être excellent là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, voilà, de me dire toujours un peu mieux. Tout simplement. Nice. En tout cas, deux désirs. J'aime beaucoup. En fait, tu vois, dans les deux histoires, c'était une recherche d'excellence. Yes. Tu vois. En fait, c'était la recherche d'excellence. Et puis, quand ils se sont rassemblés, là, c'était excellence, puis excellence encore. C'est ça. Mais c'était surtout d'avoir été exposé à une information, que d'autres n'avaient pas. À quelque chose, tu vois. Et c'est pas pour rien que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu dans ce cas-ci. Mais de manière générale, dans la vie, ce que tu entends, c'est ça qui nourrit ta foi, c'est ça qui nourrit ta façon de voir le monde et ce que tu pourrais avoir envie de faire. Toi, dans ton cas, exposé à la richesse, toi, exposé à ce que ton prof t'a dit par rapport à tout ce qui était investissement, t'as testé et puis ton ami vient te proposer. Et en fait, vous avez été, moi je trouve, réactif en fait à des opportunités qui se présentaient devant vous et vous n'avez pas mis ça dans un coin de votre tête. Ouais, c'est juste un système de pensée en fait qui a changé. C'est vraiment, donc tu as des forteresses, tu penses d'une certaine manière ce qu'on t'a inculqué. Et là, c'était de voir, comme j'aime bien la théorie de l'autre côté de la médaille. Ça, c'est, Et une fois que tu as tourné cette médaille et que tu vois toutes les autres possibilités, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je me limite à un seul chemin, mais il y en a tellement que je peux prendre. Et en fait, tu sais, dans ce qu'il dit, mais c'est vraiment dans tout. C'est-à-dire que ce soit dans les cheveux, que ce soit vraiment dans tous les business, ne regardez pas juste à un côté de la pièce, mais regardez aussi en fait, l'autre côté, donc ce que les gens n'aiment pas faire. C'est ça. Non, en vérité, on se limite toujours soi-même. Hein. On est un peu notre pire ennemi, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Là, tu parlais d'une coiffeuse. Si tu décides de coiffer que tes clientes chez toi, c'est toi. Mais si tu veux scale up, tu peux te dire, je prends un prêt à la banque, tac, j'ouvre un business, je peux embaucher des gens. Tout dépend de ta perspective. C'est ça l'autre côté de la médaille. C'est vraiment travail. C'est plus toi qui vas faire les cheveux, mais c'est le salon qui va travailler. Et toi, tu n'as même pas besoin d'être là, en fait. Tu manages un peu le salon, et puis ça travaille pour toi, et tu peux te concentrer sur autre chose. Ouais, j'ai l'impression que l'autre côté de la médaille, c'est toujours quand on ose et qu'on dépasse un peu ses peurs. Il y a une dame en Amérique qui a créé le salon là, de 24 heures sur 24. Et quelle idée révolutionnaire! Est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde veut? Bien sûr! On a tous pensé qu'on voulait se faire coiffer à des 2h, 6h du matin, etc. Et elle pouvait dire, une idée folle, comment ça? Tu aurais pu te dire, comment ça je vais pas travailler dans un 9 to 5 et juste commencer à investir? Ton père allait te regarder comment, ta mère et tout. Mais juste quand tu switches ta pensée, en fait, il y a toutes les opportunités que tu ratais. Moi, j'ai envie de faire un peu le rapid fire pour voir un peu ce que vous pensez des différents termes. Nous, on maîtrise pas tout, mais on veut avoir votre avis sur différents termes dans le monde de l'investissement. C'est quoi, vous balancez un mot et ouais, nous, en gros, on vous balance ça ou ça. Ça ou ça, et vous choisissez. Vous choisissez. En même temps ou chacun son tour? En même temps, ça peut être sympa en même temps, comme on ça on voit si vous avez ça. les mêmes réponses ou pas. Ok. Vas-y Nelson. Ok, ETF ou crypto? ETF. Investir ou trader? Investir. Trader. Risque ou prudence? Risque. Risque. Ok. Bitcoin dans 10 ans ou Bitcoin il y a 5 ans? Bitcoin il y a 5 ans. Bitcoin dans 10 ans. Ok. Intéressant. Ok. Quel livre chaque chrétien devrait lire sur l'argent? En mode Bible. rapide. Ok. La Bible. La Bible direct. J'aime la réponse spontanée. Ok. Quelle erreur financière vous a le plus enseigné? Investir trop tard. Ok. Vendre mes investissements trop tôt. Ok. On va développer sur ça. Quel conseil donnerez-vous à une version de vous il y a 20 ans? Il y a 20 non, ans. de 20 ans. La version de vous de 20 ans. Quand on avait 20 ans. Ouais. Oublie Prada, oublie Gucci. Le dernier iPhone. Oublie le dernier iPhone. Il y aura un nouvel iPhone chaque année. Cet argent-là, investi. Comprends l'intérêt composé. Ok. Nous-mêmes, on sait même pas c'est quoi. On va développer. On va comprendre aujourd'hui. On va essayer de comprendre. Ok. Ben, du coup, expliquez-nous un peu. C'est quoi la différence entre l'épargne? Bon, l'épargne, je pense que tout le monde a à peu près une idée. Donc, l'investissement, le trading, spéculation. Ok. Je pense que tu as une théorie que tu m'as dit il y a quelques jours qui est super pertinente. Piketty ou Mathieu?
Je pense que les deux. Piketty, mais je pense j'ai déjà entendu. Piketty, c'est pas mal. Mathieu, ça fait sens parce que c'est biblique aussi. Ouais. Mais par rapport à la question, donc c'est quoi la question? Investissement, trading, spéculation. C'est quoi la différence? Oui. Non, alors ça, compris. non. Ok, c'est quoi l'intérêt de chacun? L'investissement, moi, nous, ce qu'on aime dire, l'investissement, c'est que, comme je l'ai dit là tantôt, l'investissement est une habitude. Le trading est une compétence. Pour être avantagé dans une compétence, il te faut du temps. Okay? L'investissement, pour être avantagé, il faut commencer maintenant. Parce que du coup, en fait, tu gagnes du temps. Comme je l'ai expliqué concernant le trading, la différence entre Alex et moi, c'est qu'on était tous les deux intéressés par le trading. On a tous les deux voulu grandir dans ce domaine-là et pouvoir trouver un moyen lucratif à travers cette compétence. Disons que ça nous a peut-être pris 4 ans avant de vraiment être excellent, vraiment pouvoir générer du coup des revenus dans ce domaine-là. Mais la différence entre ça, c'est que Alex et moi, on n'a pas commencé de la même manière. On a commencé dans le même cursus, mais l'intention n'était pas portée de la même manière. Alex a compris l'intérêt qu'on faisait et s'est intéressé aux ETF et a décidé en fait d'investir déjà une partie. Il s'est dit, bon, écoute, je ne vais peut-être pas déjà faire de l'argent maintenant, donc autant que je puisse utiliser un peu tous les mois afin d'investir. Moi, j'étais têtu. J'ai dit, écoute, trading, c'est là-bas, on va aller, c'est là-bas, ça va péter, il n'y a pas de souci, gloire à Dieu, let's go. Et 4 ans est arrivé, Alex et moi, on s'est tradé. Mais Alex avait accumulé 4 ans, tous les mois, d'investissement. Même si par la grâce de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il y avait 1 million ou 100 000 euros, une certaine somme qui tombait à 4 ans pour moi dans le trading. Pour moi dans le trading, il m'aurait été compliqué en fait de trouver les positions, les entrées que lui il a eu il y a 4 ans. Et en fait, c'est ça qu'on différencie avec le trading et l'investissement, c'est que l'investissement, même si je retire le trading, peu importe la compétence qui vous intéresse, que ça soit la coiffure, la boulangerie, que vous soyez occupé à étudier et que dans 5 ans vous finissez l'école, investir, c'est ce qui va vous apporter en fait le confort que après ces 5 ans, vous puissiez en fait acheter acheter une maison, vraiment avoir ce confort-là en fait. Parce que trading, il faut une compétence. Le temps va d'office passer. Donc décide ce que tu vas faire dans les 5 ans qui vont arriver là maintenant. Donc ça, c'est la différence entre trading et investissement, si je peux apporter quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Et il y avait une troisième question, c'était la spéculation. Je te laisse répondre. Si je peux juste ajouter par rapport à ce qu'il a dit, de la manière très théorique, la différence entre l'investissement et le trading, c'est la fréquence d'achat et de vente. Donc un marché financier est un marché financier. On peut investir et trader la même chose, sauf que l'investissement, c'est quelque chose qu'on va garder dans le temps, sur du long terme. C'est pas quelque chose que je vais acheter aujourd'hui et vendre dans 3 mois. Non, là, c'est de l'achat-revente. Et le trading, c'est la même chose, sauf que le trading, c'est de l'achat-revente. C'est quelque chose où on va acheter rapidement et vendre rapidement. On va le tenir 1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui font beaucoup plus rapide. Ils tiennent quelques minutes, 15 minutes, 1 heure. Mais tout ce qui est vendu d'une manière rapide et fréquente, c'est du trading. L'investissement, c'est quand tu maintiens un actif plus d'1 an. Ça, c'est vraiment la théorie. Donc, l'investissement, il faut commencer maintenant et il ne faut pas s'attendre à avoir les rendements rapidement. Et aussi, le but est différent. L'investissement, le but à la base d'un investissement, investir, c'est d'acquérir un patrimoine. Acquérir un patrimoine, ça veut dire avoir du poids face à un banquier quand ton but est d'acquérir un autre patrimoine ou acquérir du crédit. Donc, ton but, en fait, c'est d'accumuler un maximum d'actifs. Donc, imaginons si tu as 10 000 euros, au lieu d'avoir 10 000 euros, mais d'avoir 10 000 euros d'une valeur d'une entreprise. Là, c'est un patrimoine. Si c'est juste 10 000 euros, c'est juste 10 000 euros. Et en fait, le but, avant tout, ça a toujours été d'acquérir du patrimoine. C'est juste que le branding d'Instagram nous a fait comprendre que voilà, tu peux faire de l'argent, c'est vrai. Mais ton but, en fait, c'est d'avoir du poids face au banquier quand tu veux prendre une décision d'investissement. Parce qu'au plus grand sera ton patrimoine, au plus d'actifs tu pourras acheter. Donc, ton but... Si je peux aller un peu plus loin encore, aujourd'hui, l'homme le plus riche sur la Terre, c'est Elon Musk. Il a 1 millier de milliards. Mais est-ce qu'il a ça dans son compte en banque? Non, pas du tout. Il a quasiment pas de cash. Comment est-ce qu'il survit? C'est parce qu'il a un patrimoine. C'est 1 milliard, ce sont des actions de Tesla, de SpaceX, de peu importe quelle entreprise il a. Et comment est-ce qu'il vit du coup s'il n'a pas de cash? En fait, il va prendre ce patrimoine-là, il va aller chez un banquier, il va dire, écoute, moi j'ai 1000 milliards d'actifs, prête-moi 100 millions. Quel banquier va refuser de prêter 100 millions à quelqu'un qui détient 1000 milliards?
Personne. Et c'est comme ça qu'il maintient son train de vie. C'est ça. En fait, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue. En gros, c'était quelqu'un qui expliquait que aujourd'hui, s'il a 1 million, il va demander à la banque de lui prêter en gros 2 millions. Comme ça, en gros, c'est 1 million, il les touche pas, quoi. Non, c'est vraiment intéressant. Okay. Et juste pour rajouter sur ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu d'intérêt, pourcentage. Ce monde-là, quand il parle de 1000 milliards, c'est au-delà des sommes. C'est combien d'argent est-ce que tu vaux? Au-delà de ça, c'est vraiment ton banquier, il va te demander de rembourser à combien? 4%? Ok. À combien de pourcentage est-ce que mon argent, l'argent de Musk, grandit chaque année? Si c'est 8%, tu fais 8% moins 4%, tu es en bénéfice de 4%. Donc, techniquement, ton argent peut, quand il travaille, générer de l'argent assez pour rembourser ton crédit. Et c'est ça le but. Ça a toujours été ça le but. C'est ton patrimoine doit générer un pourcentage d'argent. Et par rapport à ce que ça te coûte, donc le crédit, voir est-ce que ça s'équivaut. Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un dans un small business, entre guillemets, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour justement créer ce patrimoine? Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait les cheveux. Ouais, elle a un salon, on va dire. Parfait. Elle a un salon. Donc, une personne qui fait les cheveux et qui veut commencer à investir, c'est ça. Ce serait de prendre, de regarder en fait honnêtement où vont ses dépenses. Honnêtement. Donc, ça veut dire que tu prends ton compte en banque, tu regardes par rapport à ton balance sheet, tu vois vraiment où va ton argent. Le but, c'est de savoir où est-ce que va ton argent. Parce que si tu ne sais pas où va ton argent, tu ne sais pas ce qui te reste. Tu fais ça, tu vois ce qui te reste. Généralement, ce qui va arriver, c'est que tu vas vouloir optimiser. Tu vas dire, mais ça, je le paye peut-être 2 fois. Ça, je peux payer même moins cher ou quoi que ce soit. Mais au final, tu vas finir par optimiser et tu vas voir clairement ce qui va te rester. Là, en fait, tu vas prendre une feuille et tu vas vraiment apporter, on va dire, un ratio. Donc, ça veut dire que j'ai X% qui va dans les utilities, je sais plus comment dire ça en français, mais donc dans les trucs. Le stock. Ouais, le stock. Le truc normaux. Donc, vraiment, même l'électricité, le loyer. En fait, tu vas vraiment rationaliser toutes choses. Afin que quand tu as ton argent, tu sais que dans tous les cas, il y a peut-être 50% qui va là-bas, 20% qui va là-bas ou 30% qui va là-bas. Il te reste combien de pourcentage? Cet argent-là, c'est ce que tu peux investir. Ce qui te reste. Et en fait, une partie, si tu dois te payer, tu vois par rapport à ça, mais il faut te laisser de l'argent. C'est cet argent-là que tu vas mettre de côté et que tu vas commencer à investir. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que le salon de coiffure, en fait, sans s'en rendre compte, est en train de booster sa trésorerie. En fait, tu te retrouves avec quelqu'un qui faisait seulement les tresses, qui commence peut-être avec 250 € de côté, je sais pas, qui en fait, 250 € tous les mois, ça fait 3 000 € de l'année à investir. Et tu fais ça la première année, la deuxième année, la troisième année. Il y a combien de salons de coiffeurs sur le côté qui ont peut-être 10 ans d'expérience, 10 ans de vie? Tu fais ça sur 10 ans, regarde combien est-ce que ça va te rapporter. Et en fait, si à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu veux ouvrir un nouveau salon de coiffure, c'est le même. Tu es propriétaire. Bon, maintenant, il y a des conditions quand même, mais tu es propriétaire. Et là, si tu veux acheter un meilleur salon de coiffure, gloire à Dieu. Donc là, reviens, t'es 3 fois 3, bon, je sais pas, t'es 30 000 €, imaginons, investis. Ces 30 000 € grandissent à combien de pourcents? 8%? Combien est ton loyer? Combien est ton prêt immobilier pour ton nouveau salon de coiffure? 4%? Ok. 8 moins 4. Et du coup, tu comprends. Tu n'as même pas encore mis une dame pour tresser. Mais tu es déjà en bénéfice. Tu es déjà en bénéfice. Ok, donc pour toi, tout business, quel qu'il soit, devrait investir tous les mois quelque chose. Oui, c'est obligé pour moi, mais même pas que les business, même les employés, tout simplement. Quand tu dépends que d'une seule source de revenus, tu es instable. On te vire demain, si tu as pris un crédit pour la maison, pour la voiture, tu as des courses à payer. Comment est-ce que tu fais? Tu dois retrouver un emploi très rapidement. Bon, il y a des aides aussi qui peuvent t'aider, mais en vrai, tu te retrouves directement dans une situation instable. Or que si tu as pris l'habitude, tu as travaillé peut-être pour la même boîte pendant 10 ans et la boîte fait faillite, en fait, tu auras un patrimoine qui pourra t'aider à subvenir à tes besoins de manière plus long terme. La même chose pour un business. Si tu dépends que des tresses, un jour, tu n'auras plus de revenus, puisque, imaginons, il n'y a plus de clients qui viennent. Si tout se passe bien, tant mieux, mais s'il n'y a plus de clients demain, comment on fait? Tu auras toujours un patrimoine sur le côté qui va te générer un revenu de manière différente. Au plus tu as de sources différentes, au plus, en fait, tu es stable. Quand on regarde les grandes entreprises, il n'y en a aucune qui dépend que de ce qu'ils font. Ils ont plein d'investissements sur le côté, des parts dans d'autres boîtes, afin de stabiliser, en fait, leurs revenus. Même les partis politiques investissent, les gars. Ouais, bah oui. J'ai appris ça, j'étais là. Oh, ok. Bien sûr, bien sûr. Mais même, moi, pardon. Oh, vas-y. Même les banques.
Ouais. On les voit comme ça, on pense que c'est au-delà des banques. Combien de bâtiments on n'a pas vu le mot BNP dessus? Bah oui, les ING, enfin tout sûr. ça, machin. Et ils vendent ça, ils louent ça à qui? À des entreprises, des coworking, tous ces gens, c'est du loyer. Tous les jours. Non, franchement, intéressant. Intéressant. Maintenant, vous diriez quoi comment est-ce qu'on peut investir concrètement? Est-ce que pour investir, on doit forcément se former, comme avec le trading, et acquérir en tout cas une certaine compréhension? Ou est-ce que pour investir, on va chez son banquier? Comment est-ce qu'un jeune, quelqu'un qui veut juste commencer avec un petit 100 €, 200 € peut commencer à investir aujourd'hui? Et je rajoute sur la question, comment le faire dans une façon christocentrique, c'est-à-dire ne pas se compromettre. Amen. Comment répondre à cette question? Déjà, si tu as un petit 100 € tous les mois, ton banquier va te dire économise un peu et reviens me voir plus tard, puisqu'il ne saura pas faire grand-chose avec. La formation est toujours importante. Mais attends, du coup, il faut attendre d'avoir combien? Non, ça, je parle si tu vas chez ton banquier. Si tu vas chez le banquier, ok. Si tu ne vas pas chez ton banquier, tu as 50, 100 € tous les mois, tu peux commencer à investir sans problème. Ailleurs. Mais sans la formation, ça devient compliqué. Okay. C'est pour ça qu'il faut toujours se former. Est-ce qu'il faut faire Harvard pour comprendre? Non, absolument pas. Mais il faut comprendre les lois économiques. Il faut savoir comment le marché fonctionne. Parce que si tu achètes plein d'actifs dans la bonne période, tu seras super content et tu vas te dire « Ok, ça fonctionne très bien ». Mais si tu as les mauvais actifs dans la mauvaise période, en fait, tu vas remettre tout le système d'investissement en question. Tu vas te dire, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas le système qui ne fonctionne pas. C'est ton système qui ne fonctionne pas. Comment toi, tu comprends le marché ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir l'information, savoir comment naviguer en fait à travers. L'économie, c'est des vagues. Hein. Quand on regarde un graphique économique au fur et à mesure du temps, c'est toujours des vagues qui montent. Mais dans les vagues, il y a des baisses à un certain moment. Si tu ne sais pas tenir ces baisses-là ou tu ne comprends pas pourquoi il y a ces baisses-là, tu ne vas pas tenir sur du long terme puisque tu vas paniquer. Donc l'information, elle est ultra importante, surtout pour savoir quand investir et dans quoi investir. Ok, donc on peut trouver l'information facilement sur Internet, ce genre de choses? Dans des livres, particulièrement dans des livres. Moi, c'est là où j'ai pris la plupart des informations. En suivant aussi l'actualité économique où en fait tout est exposé. Mais il faut comprendre au fur et à mesure, au plus on lit, à un moment, je pense que je lisais quasiment 200 articles économiques par jour, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça réagit, qu'est-ce qu'est un cycle, comment est-ce qu'on s'adapte. Et j'ai subi pas mal de choses, mais j'ai gagné aussi sur pas mal de choses grâce à ça. Ok, top. Okay. Du coup, pour rajouter... Oui. Du coup, où peut-être? Du coup, nous dire peut-être où, si une fois qu'on a compris. Je pense qu'il y avait une question de la part de Nelson aussi. Oui, dans la façon comment sans se compromettre. Je pense que du coup, les marchés financiers, il y a tout dessus. Tu peux investir sur tout et n'importe quoi. Après, c'est à toi de voir dans quoi est-ce que tu veux faire de l'argent. Ça, c'est tes propres valeurs à toi. Il n'y a rien qui t'oblige de prendre un secteur qui n'est pas bénéfique ou qui n'est pas, je sais pas, ton mot c'est quoi? Christocentrique. Qui n'est pas christocentrique. Tu as plein de secteurs qui le font, qui sont bien, mais il y a des secteurs qui ne le sont pas. Ça, c'est tes propres valeurs et c'est tes propres choix. Ok. Donc, tu peux choisir les entreprises, quoi. Si tu n'as pas envie d'investir dans la cigarette, c'est ça. Ou l'armement avec les guerres, tu ne veux pas financer. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Tu as le choix de pouvoir dire non, moi, je veux que des entreprises de tel ou de tel style et investir là-dedans. Et ce que j'aime rajouter dessus, c'est que ce n'est pas le cas de tous les actifs. Donc, ça veut dire que, par exemple, les ETF, ils sont dans l'obligation de te dire dans quoi est-ce que tu investis. Par exemple, si tu as une épargne pension, c'est au bon vouloir de la personne qui te souscrit du coup le contrat de te dire ce qu'il y a dedans. Il y a eu, j'ai pas envie d'aller dans les polémiques, mais il y a des personnes qui ont réalisé en fait avoir investi dans la guerre, ce qui se passait là-bas, sans emporter de direction, mais là-bas, à travers leur épargne pension. Parce qu'en fait, la banque, elle utilise un peu cet argent-là en fait. Comme elle veut. Ouais. Exactement. La raison pour laquelle Alex aussi a dit que le banquier aura tendance à te dire, si tu mets un peu 100 € de côté, reviens, c'est parce qu'il doit être payé. Et en fait, il ne fait pas d'argent sur 100 €. Donc, il va vouloir que tu viennes avec une certaine somme un peu beaucoup plus intéressante afin qu'il puisse avoir sa commission dessus. Et du coup, il va te dire épargne et reviens plus tard. Et comme il a expliqué, en effet, si tu le fais toi-même, vraiment par la grâce de Dieu, en fait, vraiment, tu es capable de faire bien. En tout cas, tu es capable de faire bien. Le truc que j'ai envie de rajouter, la chose que j'ai envie de rajouter concernant le christocentré, le patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet. En fait,
c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on investit. Quand tu investis dans le but seul de faire de l'argent, et ça, généralement, on le réalise avec les personnes qui viennent nous contacter, surtout quand ils sont jeunes. « Ah, Kyle, Alex, moi, je veux faire de l'argent. » Comme il parle, hein. « Moi, je veux faire de l'argent, je veux vraiment apprendre à investir, il faut que tu m'expliques et tout, et tout, et tout. » Moi, mon cœur, généralement, il est... réticent. Le cœur n'est pas au bon endroit. Tu vas le faire. C'est comme si tu me disais, écoute, moi, je veux lire la Bible pour avoir de la sagesse. Non, tu lis la Bible parce que tu veux rencontrer Dieu. Et en t'exposant à la parole, en fait, la sagesse finit par venir. Tu investis parce que tu as envie de bâtir un patrimoine, quelque chose de transmissible, quelque chose, en fait, qui permettra à toi, à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants, en fait, à avoir des facilités dans le monde économique. Et quand ton but, c'est ça, qui te dépasse toi, ben là, en fait, déjà, tu as ton cœur dans la bonne direction. Aussi, autre chose, c'est que Christocentré, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que Dieu nous rappelle encore une fois que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir maman. Et c'est important, en fait, de vraiment se sonder dans cette direction-là afin de se demander quelles sont tes motivations. Parce que tes motivations détermineront également tes réactions face au cycle économique. Si ton but est vraiment de bâtir de la richesse, pas la richesse selon les hommes, mais la richesse selon Dieu, avoir de l'impact, 5 ans, c'est quoi pour toi? 5 ans, c'est quoi pour toi? C'est rien. Tu te dis, dans tous les cas, j'ai la foi. Je sais qu'encore une fois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, mon seul travail, c'est de trouver un moyen d'aimer Dieu comme il le mérite. Donc, en fait, tu te mets dans cette position-là. Tu sais encore une fois que Dieu, quand tu as été fidèle dans les petites choses, il te donnera de grandes choses. Donc, 250 € tous les mois, c'est quoi? 100 €. Commence avec 100 €. C'est quoi le problème? Parce qu'encore une fois, il te donnera de plus grandes choses. En fait, à travers l'investissement, tu bâtis une habitude. Tu n'es pas en train de bâtir de l'argent. Tu es en train de bâtir une habitude. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as foi que le Seigneur va t'apporter de gloire en gloire par rapport à tes finances. Donc, si tu as déjà réussi à faire avec 100 €, à combien plus forte raison tu ne vas pas investir quand il te donnera 10 000 €? C'est comme avec la dîme. Tu mets 10%. Quoi? Lui veut me ramener dans des débats. En fait, ce qui est important aussi avec ça, je pense que ce que nous, on veut vraiment voir avec l'investissement, c'est une mort à soi par rapport à l'argent. Déjà, la formation, se former. Pourquoi est-ce que les personnes vont plutôt aller sur YouTube? Bon, c'est une question de facilité aussi. Mais il y a aussi la volonté d'avoir l'information, mais pas spécialement de mettre le prix pour pas faire 200 articles par jour et aller chercher les informations, en fait. Il faut une mort à soi. Il faut aller se former par rapport à ça. Et même par rapport à l'investissement, c'est une mort à soi. Tous les mois, tu vis avec 10% en moins que ce que tu mets déjà avec la dîme. C'est ça. Et tu le mets sur le côté, tu n'y touches pas. C'est une autre mort à soi, encore une fois. Et même pas dans le but de le retirer, dans le but de bâtir un patrimoine, encore une fois. Et c'est encore une autre mort à soi. Parce que tu pourrais te dire, mais demain, si je suis pas là, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais dans 20 ans, si je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je trouve que l'investissement, en fait, c'est manifester la foi. La vraie foi réelle. Se dire, écoute, j'investis parce que dans 20 ans, je sais que par la grâce de Dieu, je serai à tel endroit. Exactement. J'ai une question, parce qu'on n'a pas plus beaucoup de temps. Jesus. On va plus rentrer dans Kyle Invest. C'est quoi Kyle Invest? Qu'est-ce que vous faisiez? Dites-nous plus. Ok. Bah, je vais rajouter alors, ou tu avais déjà donné des informations sur Kyle Invest? Oui, il avait expliqué. Du coup, vous faites des formations, c'est ça? Exactement. Donc, du coup, on fait des accompagnements où on apprend justement à déchiffrer le mécanisme économique pour savoir en fait comment en tirer avantage. Parce qu'on voit effectivement, il y a une grosse hype qu'il y a eu ces dernières années par rapport au trading, par rapport à l'investissement, mais personne ne répond à qu'est-ce que c'est vraiment. Et nous, c'est là qu'on a envie d'intervenir, où on apporte en fait le fonctionnement, les lois qui érigent en fait l'économie pour pouvoir en fait en tirer avantage. Ça, c'est vraiment ce que l'accompagnement apporte. Okay. Et pour ajouter en plus, notre but, c'est vraiment en fait d'apporter ce côté patrimonial surtout. Dans le sens où quand on va aller sur... Enfin, on a été exposé nous-mêmes, hein, on nous a parlé d'investissement, ok, il n'y a pas de souci, on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Quelle était la vision qu'il y avait. Et en parlant de banque, j'avais mon rendez-vous chez mon banquier il y a des années de cela. Et j'avais réalisé en fait que sur ma banque, il y avait marqué « Private Banking ». Et j'étais un peu content. J'en parlais avec mes amis, m'expliquant que voilà, moi je suis private banking. Mon banquier m'a fait comprendre qu'en fait, non, j'étais pas private banking, mais ça faisait partie du branding et que c'est de banque commerciale. Et je dis, mais c'est quoi la différence? Banque commerciale, banque privée, c'est quoi la différence? Eh bien, en fait, quand tu ouvres un compte normal, tu es en banque commerciale.
Mais quand tu as un patrimoine, donc des avoirs à hauteur de 100 000, 250 000 euros et bien plus, tu peux rentrer en private banking. Et en fait, là, je voyais ça comme un jeu vidéo. Je me dis, mais quel est l'avantage pour moi de passer à cette étape-là, en fait? Pourquoi est-ce que je ne resterais pas tout simplement dans la banque commerciale? Et c'est là qu'il m'a expliqué ce que je vous ai expliqué. Le fait qu'en fait, quand tu es en private banking, c'est à ce moment-là qu'on t'ouvre la porte de se dire que tu as un portefeuille d'investissement. Et ce portefeuille d'investissement, on n'a pas besoin de le vendre. Tu peux l'utiliser comme effet de levier pour acquérir, mais tu dois être en private banking. Généralement, c'est pas quelque chose qui va t'être proposé en banque commerciale. Donc, en fait, le premier objectif pour nous, ça a été de se dire, en fait, aller chercher ces 100 000, aller chercher ce qui est éligible pour rentrer en private banking. Et en fait, Alex et moi, à travers Kyle Invest, notre but, c'est de permettre à ce que les personnes puissent lire les cycles économiques, ne pas les subir, d'eux-mêmes, vraiment les comprendre. Nous, on utilise vraiment des analogies. Les 4 saisons, je ne mets pas de t-shirt en hiver, je ne mets pas de pull en été. Tous ces genres d'informations. Et en fait, permettre à des personnes avec des stratégies simples qui sont adaptées à leur personne, à leur capacité à risquer les choses, de pouvoir en fait surfer sur ce cycle économique-là, atteindre ce patrimoine qui est, par la grâce de Dieu, à hauteur et qui rend éligible au private banking et en fait, qui puisse rentrer dans la cour des grands. C'est ça le but vraiment de Kyle Invest, c'est vraiment qu'on puisse créer vraiment, par la grâce de Dieu, une génération qui nous ressemble. Parce que comme on l'a expliqué, au début, on n'avait pas le cœur de Dieu. Les personnes qu'on a engendrées, c'est des personnes qui ont fini à Dubaï. C'est des personnes parce qu'on n'avait pas le cœur de Dieu, on n'avait pas les valeurs de Christ. Et là, maintenant, quand on a rencontré Christ, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on soit capable de créer en fait une génération d'investisseurs avec le cœur de Dieu. Des personnes qui vont vouloir impacter, qui vont vouloir apporter un nouveau standard dans les marchés financiers. Pas de Wall Street, Christ. Et c'est ça qu'on a voulu vraiment créer à travers Kyle Invest, c'est vraiment se dire, écoute, là, en fait, recevez l'information, mais la recevez-la bien, en fait. Et si je peux juste ajouter, du coup, les banquiers, généralement, ce sont des commerciaux. Donc, ils sont là, ils ont des produits à proposer. Toi, tu viens, tu as envie d'investir ton argent, ben, ils ont une panoplie de produits. Ils disent, OK, toi, tu veux quel secteur? Et puis, ils ont déjà des produits prédéfinis qu'ils vont te proposer parce qu'en gros, ils ont des commissions par rapport à ça. Et du coup, moi, ce qui m'avait frappé, c'est une petite anecdote. C'est un jour, j'étais parti chez un banquier. Et c'était la période où je lisais beaucoup d'articles économiques et je commençais à comprendre en fait les mécanismes des taux d'intérêt, etc. Et je savais me situer où est-ce qu'on était en fait dans les phases économiques. Et donc, j'étais parti chez mon banquier et je lui demande, oui, est-ce que c'est pas risqué d'investir maintenant par rapport à la phase économique dans laquelle on se situe? Et lui me dit, non, 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 t'inquiète, tout va bien, etc. Je dis, mais est-ce que vous êtes sûr? Et en gros, j'ai compris qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas dans quelle phase on se trouvait. Effectivement, le marché, il a augmenté encore pendant quelques mois après, mais après, on a eu un mini crash boursier où je me suis dit, waouh, il n'a pas vu venir celle-là et moi, je l'ai vu venir. Donc, pourquoi est-ce que je vais investir mon argent chez lui? Et c'est là que j'ai compris que la connaissance, elle était importante. Et même c'est biblique, puisque dans la parole, ils disent la connaissance vaut plus que l'or. Et c'est là, en fait, qu'on a envie d'apporter l'information. Que les gens puissent connaître et être, en gros, maîtres de leur patrimoine et de leur avenir, au lieu de dépendre de quelqu'un. Tu ne sais pas, en fait, ce qu'il fait et il a ses propres intérêts seulement à cœur. Ok. Moi, j'ai une question, du coup, à vous deux, vous voyez, qui répond. Tu nous as dit que, donc, le fait d'investir, ça te permettait de construire un patrimoine qui pouvait te permettre, donc, d'avoir accès à la banque, à certains prêts sans forcément vendre ton investissement, etc. Est-ce que, du coup, dans ce cas de figure-là, on doit toujours épargner ou est-ce qu'on se base entièrement sur l'investissement à fond, si, par exemple, on veut acheter des biens, etc. Est-ce qu'on se met vraiment à fond? J'investis tout ce que j'ai et ça me permet d'avoir ce levier-là pour éventuellement des prêts, ou est-ce qu'on garde l'épargne de base, mais qu'on rajoute l'investissement? Si je peux répondre à ça, en fait, tout dépend de ta vision. Moi, j'aurai une réponse, la tienne sera différente. Ça dépend en fait où est-ce que tu te vois et à combien de pourcents est-ce que tu veux te donner là-dedans. Nous, on est des investisseurs. Donc, nous, on va se dire, on va mettre un maximum tout le temps. Mais c'est peut-être pas votre cas. Peut-être vous avez dit, oui, mais moi, je préfère, je sais pas, faire des photos, je préfère aller en vacances, j'ai envie de découvrir X ou Y. Chacun a son appel, chacun fait ce qu'il veut. Et pas tout le monde est appelé à être que des investisseurs. Donc, si moi, aujourd'hui, je dis non, en fait, il faut tout investir, ben, c'est ma vision des choses, mais c'est pas une réalité pour tout le monde. Donc, dire, est-ce qu'il faut tout investir? Ça dépend de toi. C'est toi qui vas décider. Parce qu'on nous parle beaucoup, moi je trouve sur les réseaux, épargne de sécurité, 3 mois de salaire, 2 mois de salaire, tout ça. Du coup,
On est un peu submergé d'infos, quoi. Tout dépend en fait de la vision. Si je peux encore juste ajouter, c'est que moi, effectivement, j'ai commencé à investir un peu. Et quand j'ai compris du coup l'intérêt composé, je me suis dit, non, en fait, moi, je vais mettre beaucoup plus puisque ça va accélérer le processus. Et ça, c'est vrai que c'est un piège de l'investissement où une fois que tu es dedans et que tu vois la courbe que ça peut prendre, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vais en sortir? Ou bien pourquoi est-ce que je vais mettre moins puisque ça va freiner ma croissance? Ça, c'est un frein. Mais encore une fois, on met un objectif. Une fois que l'objectif il est atteint, ça offre nous-mêmes de savoir qu'est-ce qu'on veut faire à partir de là. Il faut vraiment avoir de la discipline. Hein. C'est ça. Ouais. En fait, ce que moi je retiens de tout ça, c'est qu'il faut vraiment s'y intéresser, étudier le marché, comprendre ce qu'on est en train de faire et pas y aller parce que c'est trending en ce moment sur TikTok, quoi. Nous, on a vécu la trend de très loin. On a vécu la trend depuis 2017. Donc, en fait, la trend de TikTok, nous, on réalise en fait une chose, c'est que au plus tôt tu commences, au mieux c'est pour toi. Comme je l'ai dit, Prada va sortir une nouvelle collection l'année prochaine. Dubaï, ça sera là dans 10 ans. Mal, tout ça là, tout ce que tu veux faire là maintenant sera là dans 10 ans. Faut parler à la caméra quand tu dis ça. Oh, c'est là-bas. Donc, toutes ces destinations de rêve, Gucci, toutes ces choses-là, vraiment, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ça existera du coup dans 10 ans. Là, maintenant, le truc qui est important, c'est de se dire que au plus tôt tu commences à investir, c'est pas seulement te rendre éligible à acheter ça, c'est même l'offrir à d'autres personnes que tu pourras te permettre de faire ça. Et en fait, c'est le réel avantage. Moi, je vous le dis parce que j'ai eu ça, je l'ai fait moi-même. Ça a été une de mes erreurs et vraiment, je regrette. Je regrette vraiment et c'est pour ça que j'espère que quelqu'un va comprendre que Balenciaga, là, on a vu ça, on a vu commencer cela. Donc, cet argent-là, si tu peux le mettre de côté autre part, investis-le. Vraiment, investis-le. Et c'est important ça parce que vous allez vous remercier. La première fois, j'ai pas envie de rentrer dans les histoires émotionnelles, mais la première fois où je me suis senti homme à la maison, c'est quand j'ai vu à quel point j'étais utile à travers ces simples investissements. Simple investissement. Et c'est là que je me suis dit, en fait, là, je suis un homme. Là, je suis vraiment utile au foyer. Là, en fait, je peux débloquer ça, je peux faire ça. Et c'était 250 € par mois. Et Dieu a fait grâce, ça a été très, très vite, ça a été très bien. Mais tout ça pour vous dire, en fait, que même la discipline, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, ne cherchons pas des mots pour nommer les problèmes qu'on a. Vraiment, prêchons la solution. T'as un problème de discipline, 10%. Système de la dîme. Parce que même si tu as reçu 1 €, ça sera 10 centimes que tu vas investir. Si tu as reçu 10 €, ça sera 1 € que tu vas investir. Parce que même il y a des actions qui coûtent à 1 €. Utilise un pourcentage, ne mets pas de montant contre ce que toi, vraiment, tu le sais. Si tu as un problème de discipline, utilise des systèmes qui vont aller contre ta chair. Parce que la chair a des désirs contraires de l'esprit. Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas un problème de discipline. Comme il a dit, c'est un problème de système. Et quand tu as la révélation par rapport au salon de coiffure, je dirais même que c'est un problème de renouvellement. Renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. Soyons renouvelés de l'intelligence. Cherchons cela. YouTube, tout ça là, c'est pas grave. Tu peux le faire. Mais cherche à aller excellemment. Dieu veut que tu réussisses à tous égards. Pas que tu sois médiocre. Non, réussir à tous égards. Et pas selon nos standards à nous, selon les standards de Dieu. Yes. On parle de quelqu'un à qui appartient l'or et l'argent. Tu es héritière de ça. Dis-le. Tu es héritière de ça. Enfin, bref, donc c'est juste ça. Waouh, c'était vraiment fort. En tout cas, moi, j'ai envie de m'inscrire. Moi aussi. Il n'y a pas un petit code promo. C'est clair. Les gars, en tout cas, non, on a dit qu'il faut mettre. On a dit qu'il faut mettre. On va mettre l'argent. Mais en tout cas, top. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous. Si vous voulez donner peut-être un court mot de la fin à quelqu'un qui aujourd'hui est en train d'hésiter à investir, quelqu'un qui a encore peur, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour la booster avant qu'on termine cet épisode? Vraiment. Regarde droit dans la caméra. Alex, regarde toi la d'abord, caméra. moi je vais regarder là-bas après. Et parle selon l'esprit. Amen. En gros... Comment tu as 2 choix. Yes. Soit tu maîtrises l'économie, soit tu la subis. L'économie est là depuis la nuit des temps et c'est biblique. On a le parabole des talents, on a une loi économique qui s'appelle l'effet Matthieu, qui vient de Matthieu. Et on a Joseph, un merveilleux exemple. Donc, soit tu subis l'économie et tu pars aux oubliettes, soit tu la travailles, tu la maîtrises et tu pars aux futures générations. Yes. À rajouter
Au mot de la fin. The Bible, man of God. N'existait pas. Oh, mais il connaît déjà mon punchline. Lui, il est pas cool. Hein. Seigneur, rappelez-moi. Ah, voilà. 11, voilà. Dommage, j'ai pas une caméra ici. Ah, dommage. Dommage. Hein. Si vous savez zoomer. Elle va zoomer avec le téléphone. Si vous pouvez zoomer le titre qui est écrit juste en haut, là, tout en haut, là. Tu vois. Le risque zéro n'existe pas. J'ai pas menti. Hein. J'ai pas menti. Hein. Si, c'est vraiment J'ai écrit. pas menti. C'est écrit. Le risque zéro, le risque zéro n'existe pas. Tu as dit, la question, c'était à quelqu'un qui hésitait. Quelqu'un qui réfléchissait encore. Ben, en fait, généralement, quand quelqu'un hésite, c'est parce qu'il a peur de prendre des risques. Quand la personne hésite, c'est parce qu'il a peur de prendre des risques. Alors, pourquoi est-ce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas? C'est-à-dire le risque zéro. La parole nous rappelle encore une fois que face à cette situation, face à cette conséquence, tu dois diversifier tes revenus. Répartis ton pain en 7, voire en 8 parts. Parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver demain. Sois humble. Reconnais que tu ne sais pas quel malheur peut arriver demain. Alors répartis en 7, voire en 8 parts. C'était mon dernier mot. Wow. Moi, en tout cas, merci les gars. Ce que je retiens de ça, c'est vraiment des Joseph d'Arimathée. C'est ça. Mais moi, je retiens surtout rechercher la connaissance. Yes. Oui. Rechercher la connaissance, les gars. Moi, pour moi, c'est le maître mot de ça. Amen. Éduque-toi, cherche l'information et surtout, cherche à construire un patrimoine, que ton cœur soit au bon endroit quand tu essaies d'investir. Le but n'est pas d'être riche. Non. Le but, c'est de créer un patrimoine pour les futures générations, pour la communauté, etc. Amen. Donc, merci, Alex. En tout cas. Merci Kyle. Merci à vous. Cet épisode, vous nous avez motivés, vous nous avez fait énormément de bien. Et on va juste prier pour la fin. Je crois vraiment que ce qu'ils ont dit était guidé par l'esprit et je crois que si tu prends vraiment cette vidéo au sérieux, ben, que ça peut vraiment t'aider dans l'investissement, dans tes projets. On va tout simplement prier. Donc là où tu es, tu peux juste fermer tes yeux et prier avec nous. Père, je te rends grâce, je te remercie pour cette vidéo et je te remercie pour les paroles qui sont sorties au travers de la bouche de mon frère Alex et de Kyle. Je prie, Seigneur, que ces paroles qui sont sorties de leur bouche, Seigneur, puissent porter du fruit, Seigneur, dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus que les personnes qui décident de prendre la décision d'investir réussissent dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, car tu nous as exaucés. Nous disons ensemble Amen. 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 En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Suivez-nous également sur nos autres réseaux sociaux. Donc, on a TikTok, Instagram. Abonnez-vous aussi sur le YouTube que vous regardez. Spotify aussi. On est sur Spotify et sur Apple Podcast. Yes. Et partagez. Et on vous dit à très bientôt. C'était le dernier épisode de cette saison, mais on se voit bientôt. Parlons vrai. Parlons Christ. Parlons excellence. Bye bye. Salut. Ciao, ciao.